Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, on reçoit Diane Bastien et Marc-Antoine Meillard de la coop d'ingénierie ALT. Marc-Antoine, ingénieur mécanique de formation, a cofondé ALT avec 50 personnes et Diane, physicienne, doctorante en génie et directrice scientifique pour l'Université du Danemark du Sud, s'est jointe à l'équipe il y a 2 ans. Alors, on va parler de leur parcours individuel, évidemment, là, commun dans l'entreprise. Entreprise qui se veut faire du génie conseil autrement, tout en respectant l'équilibre vie-famille et évidemment l'accomplissement personnel. Donc, ils ont un modèle d'affaires de type coop. On va parler de ça. Qu'est-ce qui fait que c'est différent en réalité? ALT font des projets alternatifs aussi. Il y a beaucoup une grande orientation sociale dans leur entreprise qui, bon, le social, c'est un des 3 piliers du développement durable. On va certainement parler de ça aussi. On va parler de Diane, on va parler de Diane, mais de design bioclimatique, l'empreinte carbone et son rôle dans la conception de bâtiments performants. On en parle de plus en plus de l'empreinte carbone. On va évidemment en discuter, mais on va aussi le mettre en proportion avec les autres éléments super importants à considérer dans le design, dans la conception de bâtiments performants. On dit bâtiment, on ne précise pas maison, même si le terme maison passive qui se traduit de passive house en allemand, c'est pas tant une maison, c'est un bâtiment. Oui, la performance énergétique au niveau résidentiel, mais il y a plus que ça, il y a d'autres choses. Là, puis il faut focaliser sur d'autres choses. ALT a fait des projets d'autres types que résidentiels, on va en parler. Une des choses qui sont vraiment bons, c'est les solaires passives, les serres solaires passives et pourquoi l'autonomie alimentaire est à considérer dans les designs de bâtiments bioclimatiques. Puis finalement, on va parler d'inspection de bâtiments, un nouveau projet de Diane, et de labo vivant ou Living Lab, pour ceux qui n'ont pas fait la traduction, de Marc-Antoine. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, merci de nous recevoir. Allô, allô? Ça va très bien. Donc, on commence avec qui aujourd'hui, Marc-Antoine? Allons-y. Tu as fondé l'entreprise, on commence avec toi. Donc, parle-nous de ça, la genèse de ALT. Mais c'est ça, la genèse, ça fait un peu public, mais ça, c'est pas une secte, c'est vraiment une super belle entreprise qu'on a cofondée en 2017. Fait que ça fait déjà, ça fait déjà 7 ans qu'on roule là-dessus. ALT, c'est la première coopérative d'ingénierie au Québec. Donc, même avec notre ordre professionnel, l'Ordre des ingénieurs du Québec, ça existe. Il n'y avait même pas l'option. Là. Tu ne pouvais pas avoir une coopérative là, en tant qu'entreprise. Là. Juste pour dire comment le métier d'ingénieur, c'est ça. Ça rentrait pas dans la case un peu plus sociale qui est les coops. Puis depuis qu'on a parti la coop, il y a 2 autres coops d'ingénieurs qui sont nés. Fait qu'on est bien fiers de ça. Dans le fond, ALT, ça a commencé avec une gang d'amis. Puis on se retrouvait pas vraiment dans le modèle conventionnel qui est un peu plus horizontal, qui met, tu sais, on parle souvent les ordres professionnels, c'est fait pour protéger le public, mais de notre expérience dans le génie conseil, c'est sûr que c'est pas tout le temps de même, mais on a l'impression que nos boss, ils voulaient protéger plus leur profit que le public. Là. Fait qu'on voulait avoir une approche pas mal plus humaine, puis qui met en premier plan l'aspect écologique, l'impact positif finalement qu'on peut avoir autant sur les gens, mais aussi sur l'environnement. Fait que, comme on s'inspire souvent des modèles scandinaves, les modèles scandinaves aussi au niveau de la gestion de l'entreprise, c'est vraiment plus linéaire. Là. C'est plus horizontal comme type d'entreprise. Fait le modèle coop, ça nous permettait de, peu importe la grosseur de l'entreprise, ben, la décision va tout en venir des membres. Un membre, un vote. Fait qu'on s'est dit, OK, ben ça va être le modèle qu'on va utiliser pour finalement faire de l'ingénierie un nouveau véhicule. Là. Parce que les firmes de génie, comme d'autres ordres professionnels, du peu que je connaisse de ça,
tu dois, comme professionnel, faire partie des actionnaires. On appelle ça une société en nom collectif. C'est tout ça, normalement, les firmes d'ingénierie. La coop, c'est quoi la différence, mettons, entre une SENC et une coop? C'est que tu vas avoir, tu n'as pas d'actionnaire, fait que tu as juste des membres. Finalement, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, qui a plus d'importance. C'est vraiment, s'il y a des décisions d'entreprise, ça repose sur les membres. Ça ne va pas reposer sur quelques actionnaires. Même chose pour les profits. Tu sais, c'est la coop qui va décider. Fait que chaque membre aura son mot à dire sur comment que les profits sont redistribués. Nous autres, on a décidé en tant qu'entreprise que 60% de nos profits, fait qu'à la fin de l'année, allaient aller dans un fonds de projet pour des projets à impact positif dans la communauté. Fait que c'est une façon aussi de notre côté de démocratiser l'ingénierie durable à impact positif. Puis, en plus on s'en sert aussi pour faire de la recherche et développement, fait que tester des façons de faire, ainsi de suite. Vous êtes parti à 6 personnes, là, vous êtes rendu à une équipe de combien? On est 15 membres, donc, ou membres auxiliaires, là, des membres en devenir, là. Fait qu'on a vraiment une belle, tu sais, on n'aime pas parler de croissance, mais c'est ça, on fait des petits, là. Je veux dire, on grossit l'équipe, là, on est bien ben fiers de ça. Puis c'est pas fini, là. On a finalement nos membres, l'expertise de nos membres font qu'on peut avoir de plus en plus d'impact. Fait qu'on voit ça de même, là. Et chaque personne, nouvelle personne qui vient dans l'équipe, avec ce format coop, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça change dans le processus d'engagement? Genre, il faut vraiment que si cette personne-là va avoir un pouvoir décisionnel, est-ce que vous passez plus de temps à analyser la personne? Est-ce que, tu sais, pour savoir si le fit est correct? Ouais, super bonne question. Oui, il y a, tu sais, les valeurs de HALT c'est vraiment important pour qu'on les retrouve dans les membres, qu'il y ait un désir de faire partie justement d'un modèle coop. Tu sais, c'est pas banal, là. Si tu fais partie d'AlCoop, tu dois payer pour faire partie de la coop, là, aller chercher tes parts sociales, on appelle. Fait que, tu sais, c'est pas, tu sais, si on recrute, c'est pour du long terme, là. On désire des gens qui s'engagent, puis qui vont se sentir finalement dans une famille. Là, on est assez proche là, dans la coop. Fait qu'on on veut ouais, on crée vraiment un sentiment d'appartenance, là. Mais là, on va parler de croissance, mais je pense que je comprends pourquoi tu n'aimes pas parler de croissance, mais pourquoi, en fait, avant de parler des gens que vous cherchez, là, pourquoi que le mot croissance est une connotation moins coop, mettons? Ben, pas nécessairement pas coop, mais tu sais, on sait tous que on pousse pas mal la planète à ses limites, là, les limites environnementales. Ça, c'est dû beaucoup à la croissance, tu sais. Dans le fond, dès que tu as une croissance qui est exponentielle, puis que tu as une limite, nécessairement, on appelle ça un overshoot, c'est que tu vas dépasser la limite, puis ça va prendre du temps avant de, de retourner à l'équilibre, là. Tu sais, JS, tu connais les PID, là? Ouais, que c'est ça. La civilisation, on est en est potentiellement manquer le PID, là, tu sais. Exact. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un PID, là, ça vient de l'acronyme de proportionnel intégral dérivé. Oui, c'est les maths là, qui viennent de ça, là, les maths collégiales, que essentiellement Newton a désigné pendant son confinement dans le 18e siècle. Moi, il m'impressionne, ce gars-là. En contrôle de système, le meilleur exemple, c'est, mettons, ton four là, ou ton poêle de cuisinière. Quand tu le pars, tu le mets en on, là, il chauffe, puis là, il fait comme OK, il faut chauffe, boum, je suis arrivé à la chaleur, j'arrête. Mais la chaleur ne disparaît pas, là, quand il a arrêté de recevoir son signal. Ça fait ce qu'on appelle un overshoot, ça dépasse, en fait. Là, vous ne voyez pas, là, mais je fais une trace avec mon doigt. Et pour arriver à contrôler de manière à juste donner la bonne énergie pour ralentir puis arriver à un équilibre parfait avec ce qu'on veut, ben, il faut que tu utilises très techniquement du contrôle P, PI, PD ou PID pour y arriver. Fait que
beaucoup de gens vont comprendre ce qu'on dit, mais c'est tellement, au-delà du PID, on est allé plus dans le geek. Là. Il va y avoir beaucoup de geeks aujourd'hui, là, de sujets geeks. On est bien contents. On est 4 geeks. Là. On a 4 ingénieurs ou. Diane n'est pas presque. ingénieure. Wannabe. Diane est physicienne et doctorante en génie. On va revenir. Elle a beaucoup de choses à nous parler. J'ai hâte qu'on en parle. Mais c'est dans vos valeurs clés, hein, vraiment, là, d'être à l'équilibre. Fait que même juste dans l'utilisation des termes, puis ça va dans le mindset de votre entreprise. Effectivement, la croissance infinie, c'est impossible. Il y a des gens qui parlent de décroissance. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, la décroissance? Ouais, ben c'est un peu là que je m'en allais. Là. C'est un peu l'inverse de la croissance à tout prix. C'est justement là, de changer un peu nos paradigmes puis de dire on pourrait avoir les mêmes conforts, mais sans autant consommer, sans autant exploiter les ressources naturelles. Fait que d'où une des grandes valeurs qu'on a dans l'entreprise, c'est quand on fait une conception, là, dans nos critères principaux, c'est la durabilité des matériaux, des façons de faire, les techniques pour désassembler, pas nécessairement avoir des matériaux sacrificiels ou ainsi de suite. Là. C'est déjà de penser la fin de vie, puis d'essayer de prolonger le plus possible la durée de vie des bâtiments. Là. Fait que, ça, c'est une forme de décroissance. Là. C'est totalement à l'inverse de l'obsolescence programmée. C'est une autre façon de concevoir. C'est design for disassembly, tous des concepts d'éco-conception comme ça. Là. Diane, pourquoi tu n'es pas ingénieur? Ben, moi, j'ai commencé avec un bac en physique. À l'époque, mon deuxième choix, en fait, c'était en littérature. Je voulais beaucoup écrire, en fait. Je pensais peut-être m'en aller en journalisme scientifique. Puis, à la fin de mon bac, là, j'avais d'autres amis qui faisaient leur maîtrise. Puis là, je leur demandais c'est quoi leur sujet. Puis je tombais un peu endormie avant même qu'ils aient fini leur phrase de c'est quoi leur sujet. J'étais un peu découragée à quel point, déjà, pour la maîtrise, tu sais, les sujets étaient tellement pointus et précis et petits, en quelque sorte. Mais là, je me suis mis à triper sur les panneaux solaires. Donc ça m'a, j'ai failli faire une maîtrise, en physique ou en chimie sur une technologie précise de panneaux solaires, mais en fait, j'ai assisté à une conférence de Stephen Guilbeault qui m'a dit cette statistique qui a finalement, un peu choisi mon orientation professionnelle. Il a dit que en prenant un bâtiment, conventionnel, tu fais juste mettre un peu plus de fenêtres au sud, un peu moins au nord, puis tu peux réduire sa demande d'énergie de 25. Donc ça m'a un peu comme renversée. J'étais comme: «Ben là, pourquoi se casser le coco à produire des panneaux solaires?» Tu sais, dans le temps, ça coûtait quand même très cher, là, les prix ont beaucoup baissé depuis. Alors que, je veux dire, juste avec un meilleur design de bâtiment à un coût nul, parce que tu as le même nombre de fenêtres, tu fais juste les mettre plus à une place puis en moins ailleurs. Donc, finalement, j'ai appliqué, à la maîtrise, à Concordia en génie du bâtiment. Puis, assez rapidement, je suis passée à un doctorat, puis je me suis concentrée sur l'étude des serres, l'énergie solaire passive. J'aime beaucoup l'idée, d'avoir des techniques qui sont comme très résilientes. Tu sais, ton bâtiment, sa géométrie, ton isolation, ça s'en va pas nulle part. C'est là pour des dizaines d'années, même des centaines d'années, versus des équipements mécaniques, des thermopompes, des échangeurs air-eau, tout ça. Tu sais, il y a plein de belles choses à faire, mais bon, ultimement, tout ce qui bouge brise. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tombée, un peu là, en amour avec l'énergie solaire, avec le bâtiment, avec l'énergie solaire passive aussi. Je suis allée chercher ma certification, j'ai fait partie de la première batch de designers, certifiés passifs, au Québec, là. J'ai pris le premier cours en 2013, j'ai fait partie de la première moulée. Et moi, d'ailleurs, mon directeur de thèse, lui, lui, son doctorat, c'est en génie mécanique. Donc lui, il aime ça, les machines. Donc il y a un peu un conflit, tu sais, à partir du moment que tu mets comme autant, de détails et finalement d'argent dans tes murs, ben là, il en reste un peu moins pour les systèmes mécaniques. Donc tranquillement, j'ai vu qu'il y avait comme un petit clash de philosophie entre certaines personnes. Il y en a qui aiment plus les machines, puis si tu aimes les machines, ben, il faut pas que tu mettes trop d'argent dans tes murs finalement parce que il te faut de l'argent pour tes machines. Mais moi, je préfère les murs. J'aime beaucoup l'idée de simplicité puis de résilience, d'avoir un beau système passif, qui se gère plus tout seul puis qui risque moins de briser avec le temps. Exact. Le meilleur clim ou chauffage ou même ventilation,
c'est celle, ben, ça se dit mieux avec la clim. Là. La meilleure clim, c'est celle dont tu n'as pas de besoin. Mhm. Donc, tu orientes vraiment bien ton bâtiment. Euh, pour l'instant, je suis encore dans l'école de pensée qu'on va encore en avoir besoin d'une forme de climatisation. Est-ce que ça passe uniquement par des thermopompes? Pour l'instant, c'est une technologie qui semble être la plus prometteuse, quoique là, on va lancer des choses très geeks. La thermopompe utilise le principe d'entropie. Puis l'entropie, on fait juste augmenter là, le degré de désordre. Fait qu'à chaque fois qu'on utilise une thermopompe, on fait juste augmenter le désordre dans l'univers. Fait que moi, je me demande où ça s'en va vraiment à long terme. Mais bon, hein, c'est peut-être trop geek, là, tout ça. Ça, c'est dit, on va avoir besoin de quand même un peu de clim. Mais la clim, ça passe par tellement d'autres choses que des thermopompes, je crois. Fait que oui, absolument, un bon point. Là, tu es directrice scientifique pour l'université. D'un projet de recherche, pas de l'université au complet, là. OK, ben non, OK, c'est bon. Mais ça commence par, tu sais, ça commence par des projets, hein? C'est quoi ton projet de recherche? C'est un projet de recherche, notre nom en anglais, c'est Hygrothermal Performance of Exterior Walls. Donc, on étudie la performance hygrothermique des murs extérieurs. Notre acronyme, c'est HUG, H-Y-G. C'est un mot danois, en fait, le hygge. Un mot vraiment qui est très, très ancré dans la culture danoise, qui veut dire une espèce de cosinesse de bien-être. Donc, nous, en étant des scientifiques geeks, on a voulu faire un petit clin d'œil à la culture danoise avec cet acronyme. Donc, le but de ce projet-là, en fait, c'est vraiment d'aller mesurer sur le terrain des bâtiments. C'est un projet de recherche internationale qui est financé par une compagnie, une association philanthropique danoise. Donc, dans ce projet-là, on mesure une cinquantaine de bâtiments, la plupart une quarantaine au Danemark. On en a quelques-uns, 4 au Groenland et 7 au Québec. Et le but de ce projet-là, c'est de venir mesurer sur le terrain la performance des bâtiments hygrothermiques. Donc, quand je dis hygrothermique, hygro, dans le fond, c'est pour, on parle de vapeur d'eau. Puis thermique, on parle de mouvement de chaleur. Donc, on regarde vraiment les mouvements par rapport au mouvement d'eau et de chaleur dans les murs. Donc, dans ce projet-là, il y a plusieurs aspects de mesurage. On va mesurer la température et l'humidité relative à différents endroits dans l'enveloppe. On se prend 2 murs, extérieurs différents, typiquement un mur plus sud, un mur plus nord, pour voir s'il y a des différences par rapport, au séchage. Entre autres, c'est le sud qui reçoit beaucoup plus de soleil, donc typiquement qui pourrait être, plus sec qu'un mur nord. Puis on mesure aussi la température et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans nos études de cas, on a également fait un test d'infiltrométrie parce que l'étanchéité à l'air, ça a aussi une grande importance par rapport à le comportement hygrothermique. Par exemple, si on a une grosse fuite d'air, ben, on pourra avoir plein d'air potentiellement humide qui, si à ce moment-là, on se retrouve cet air-là se trouve à rencontrer une surface froide, ça pourrait se condenser puis créer vraiment beaucoup d'eau. Euh, Puis on a également fait des tests de moisissure, à la fois on a carrément percé des trous dans les murs, donc on parle de mesures destructives, si on veut. Au Danemark, vu qu'on a quand même instrumenté beaucoup, à la fin, ça a été un peu difficile des fois de trouver des gens. Ah, voulez-vous qu'on mesure votre maison? Oui, oui, OK. Ben, il faut qu'on fasse des murs, ça vous va? Ben là, je sais pas. Moi, ici au Québec, j'ai pas eu de problème d'en trouver 7, même encore, là, quand j'en parle, encore les gens continuent à me dire Hey, voudrais-tu venir? Euh, mais c'est ça, il faut quand même un certain niveau de geekitude, parce que c'est sûr, faire des trous, éventuellement, ça pourrait créer des problèmes. On vient perforer les membranes, du moins intérieures, là. Mais nous, notre idée, c'est vraiment parce que, bon, moi, c'est un peu, en fait, si je recule un peu en arrière, d'où mon intérêt envers le comportement hygrothermique des murs. Il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré l'architecte, Ginette Dupuis qui, à ce moment-là, elle était en train de planifier la construction de sa maison avec des blocs de terre crue. Puis moi, à ce moment-là, j'étais étudiante, à la maîtrise à Concordia en génie du bâtiment. Puis là, je suivais un cours de l'enveloppe du bâtiment où là, on fait notre petit calcul de points de rosée dans l'enveloppe. Puis on est dit, il nous faut un frein vapeur, sinon ça va condenser dans les parties froides de ton mur, l'hiver. Puis elle, après ma conférence, elle vient me voir puis elle me dit: «Ah, moi, je veux construire mon mur avec des blocs de terre crue sans frein vapeur». Alors moi, je lui ai dit tout de suite: «Ben non, mais t'en as besoin, sinon ça va condenser, comme on m'a appris à l'école». Puis elle me dit: «Non, non, non, l'argile, c'est très hygroscopique, ça va venir absorber l'humidité, puis ça va la réémettre plus tard, donc on n'a pas besoin de frein vapeur».
Donc j'aimerais que tu m'aides à montrer ça. Bon, puis là, je suis pas capable de lever un sourcil, mais c'est le genre de situation que si j'étais capable, tu sais, je l'aurais faite. Je suis comme: «Ah, OK, défi intéressant». Donc là, je me suis mis à lire beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis pour essayer de trouver finalement c'est quoi les conditions qui fait qu'on a besoin d'un frein à vapeur, qu'on en a pas besoin. Puis c'est encore une question 15 ans plus tard que je creuse, cette fois-ci vraiment à niveau, académique, à l'université. Puis je trouve ce sujet-là super intéressant parce que, bon, il y a l'aspect de gestion de l'humidité. Si on peut avoir une plus grande résilience puis moins de risques de condensation avec ce type d'enveloppe-là, puis aussi tout ce qui a trait à la qualité de l'air. Quand on a un mur qui est perméable à la vapeur d'eau, ben, c'est pas juste la vapeur d'eau qui peut traverser, mais aussi d'autres molécules, d'autres polluants qui peuvent migrer à travers l'enveloppe. Donc, on se retrouve à avoir des murs qui vont permettre l'évacuation de polluants. Donc, on a carrément une meilleure qualité de l'environnement, une meilleure qualité de l'air. D'ailleurs, quand j'étais à l'université, j'ai fait plusieurs tests, à ce niveau-là qui ont venu vraiment venir confirmer ces principes-là, finalement. Donc voilà, ça a été, une rencontre très influente dans ma vie. Puis 15 ans plus tard, je creuse le sujet à l'université. Donc là, c'est notre dernière année, notre projet de recherche. D'ici, la fin 2024, on va publier, les résultats. Donc là, tous les bâtiments sont instrumentés, puis, on va faire l'analyse de données cette année. Puis d'ici la fin de l'année, d'ici début 2025, l'article devait être publié, qui a parlé des résultats. On peut-tu avoir des scoops déjà? Tu peux-tu en parler? As-tu le droit de leak de l'information un peu? Oui, oui, un peu. On a déjà une plateforme en ligne. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre des liens. Je pourrais mettre le lien, c'est pour les geeks qui sont intéressés. Sur notre plateforme, il y a un onglet qui s'appelle Spec of Houses. Puis là, évidemment, c'est anonyme, mais selon on a aussi une belle carte du monde. Donc, on peut voir l'emplacement des bâtiments de Ilulissat au Groenland à Brossard, en passant par Copenhague. Wow! OK, parce que là, vous êtes rendu dans la phase d'analyse des données, dans le fond, là, c'est ça? Ouais, on n'a pas encore fait l'analyse des données. On commence, là. Mais déjà, on peut, à travers la plateforme en ligne qu'on a construite, on peut déjà commencer à voir les résultats, puis on peut déjà faire quelques observations. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on peut voir déjà qui m'a frappé, c'est tous les matériaux qui ont beaucoup de masse thermique. Comme par exemple une maison qu'on a instrumentée, c'est avec des blocs de chanvre, pas des blocs, pardon, du coffrage de chanvre. Donc ça, c'est une maison qui a quand même une grosse masse thermique. Donc on voit que ces maisons-là, ils réagissent beaucoup plus lentement. Versus les maisons en polystyrène avec de la laine minérale, dès que la température tombe en -20, bam, les capteurs, ils tombent à -20, puis tu sais, l'humidité se réajuste. Donc ça, c'est quelque chose qui m'impressionne de voir la stabilité, des maisons qui ont une certaine masse thermique, même l'isolant en chanvre. Bon, de l'isolant en chanvre, c'est de l'isolant, là, je parle, tu sais, de l'isolant, là, de Val-des-Sources, de Nature Fibre. Bon, c'est pas, ça reste un isolant. Tu sais, quand je parle de cet isolant-là, je pense pas à une masse thermique. Mais je peux voir que si les bâtiments qui sont isolés avec ça réagissent beaucoup plus lentement que ceux qui sont, instrumentés avec la laine minérale. D'où le déphasage qu'on parle souvent quand on parle de matériaux biosourcés, là, d'isolants biosourcés. Il y a plus de Exact. masse, finalement. Puis c'est des matériaux plus résilients à l'humidité parce qu'ils absorbent, ils vont utiliser cette masse-là pour absorber une partie de l'humidité puis être capable de mieux la gérer. Les analyses hygrothermiques, là, comme Diane parle, là, c'est un des éléments de l'enveloppe du bâtiment le plus sous-estimé dans les dernières années. Ben, ouais, sous-estimé. Puis, contrairement à lorsqu'on parle d'un bâtiment performant, tu sais, ça vient en tête de ligne, là. Plus que tu as un bâtiment qui est étanche, tu as plus d'humidité à gérer dans la maison. Fait que c'est intéressant de voir si tu as une fuite, comment ça va se répertorier sur ton bâtiment. C'est intéressant de penser à une enveloppe comme une enveloppe qui est capable de se guérir s'il arrive un problème. Fait que de se sécher en tant que tel. Puis, même chose on voit de plus en plus là, avec la coopérative, des gens qui sont intéressés à avoir des serres annexées à leur bâtiment. Les serres, c'est un environnement extrêmement humide, puis avec des fluctuations de température très élevées. Ben on parle pas de la même composition de mur là, pour ce type de bâtiment-là, là.
On, tu peux pas mettre un polythène, tu peux pas penser que tu vas construire un mur conventionnel mitoyen entre ta maison et ta serre. Puis la bonne façon de construire cette enveloppe-là ou ce mur-là dépend énormément des types d'isolants que tu vas utiliser, puis les types de membranes que tu vas utiliser. Fait que chez Alt, on utilise des logiciels là, comme Woofy pour vraiment faire des designs qui vont être pérennes puis qui vont être durables pour pas improviser finalement des assemblages là, chez un client, là. En fait, moi, je le vois, là, le côté humidité, là, pourquoi ça tire de l'arrière, je te dirais, au niveau de l'enveloppe, selon moi, c'est parce que ça prend du temps à voir des fois les résultats néfastes de l'humidité. Je veux dire, on s'entend, tu fais une analyse thermique du bâtiment, tu vas le sentir, ce froid. Il fait froid dehors, tu vas le sentir quand même rapidement. Tes problèmes d'humidité vont peut-être prendre un peu plus longtemps à voir. Je veux dire, si on verrait directement dans le mur, ben là, peut-être qu'on verrait qu'il y aurait de la condensation. Je crois que aussi c'est là aussi l'importance, là, Diane, là, puis tu l'as apporté quand même plusieurs fois, c'est mesurer. Tu sais. Mesurer, c'est quelque chose qui est. Avoir ces données-là, c'est incroyable, puis c'est quelque chose qui n'est pas dans les pratiques, je dirais, d'un entrepreneur ou de n'importe qui en construction, de prendre ces données-là, puis d'aller mesurer. Parce que oui, on a, comme tu dis, il y a des logiciels, comme le logiciel, il y a le Woofy, qui est justement pour les performances hygrothermiques, mais quand tu vas aller vraiment mesurer, c'est là que tu vas aller avoir la vraie vérité. Puis prochaine question, c'est, ben, de ce que vous voyez, est-ce que le Woofy puis ce qui est mesuré semble concorder pour l'instant ou. Ben, pas tant que ça. En fait, c'est ça, ça fait une quinzaine d'années que j'utilise Woofy, puis c'est pour ça que de plus en plus, je veux mettre des capteurs parce que on regarde ce qui est simulé, puis on regarde si la réalité, puis on fait non, mais attends un petit peu, là, c'est pas la même chose. De ce que je remarque de nos résultats, c'est quand le soleil se lève, la température des capteurs extérieurs augmente. Bon, jusque-là, tout va bien. On n'est pas surpris. Mais là, il y a aussi l'humidité relative qui va augmenter en flèche. Puis ça, ben moi, ça m'étonne parce que, ben, tu sais, si on prend, mettons, un ballon fermé avec une quantité, tu sais, d'humidité fixe, si la température augmente, ben là, l'humidité, normalement, devrait baisser. Donc moi, je suis un peu surprise de voir cette corrélation-là, direct qu'on a des pics de température, mais on a des pics d'humidité. Puis ça, on voit pas ça du tout dans Woofy. On a beau avoir le soleil qui frappe sur notre enveloppe, en fait, même souvent, c'est ça, on fait toujours plein d'approximations. Dans Woofy, ben, tu sais, au Québec, on construit souvent avec des façades ventilées, donc on va avoir un espace d'air. Donc souvent, dans Woofy, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le soleil, on enlève la façade extérieure, puis on assume qu'il y a pas de soleil puis qu'il y a pas de pluie. Bon, sinon, il y a des versions comme Woofy Pro qui permettent d'injecter des fuites d'air, mais c'est ça, on a toujours des limitations avec les logiciels, puis en réalité, on voit vraiment des choses là, des pics d'humidité qui ressortent avec le soleil que ça, c'est le genre de choses qu'on voit pas dans les simulations. Puis en termes de choses qu'on peut mesurer, là, vu qu'on est sur le sujet de capteurs, c'est quoi, ben, quel type de capteur que tu recommanderais, disons, à monsieur, madame, tout le monde? C'est peut-être pas monsieur, madame, tout le monde qui vont mettre des capteurs dans leur mur, mais il y a d'autres types de capteurs qui vont nous donner des données Mmh. intéressantes. Il y aurait quoi que tu recommanderais? Ben, ça, c'est une excellente question. Ben, justement, à travers mon projet de recherche, notre premier groupe de travail, ça a été de tester différents capteurs avant de sélectionner ceux qu'on a choisis. Puis ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Puis, ben, c'est ça, surtout maintenant, là, où il y a de plus en plus de capteurs disponibles à des coûts quand même abordables, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Puis la fiabilité non plus. On veut pas quelque chose qui va dropper puis qu'après il faut qu'on envoie quelqu'un sur le terrain pour venir établir la connexion. Ça d'ailleurs, c'est, une autre de nos forces chez Alt. On a également, un de nos membres qui est spécialisé, dans l'électronique. Bon, là, c'est sûr, les capteurs qu'on a utilisés pour notre projet de recherche, je les aime bien, mais c'est fait par une compagnie danoise, puis ils sont quand même dispendieux. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu intense à se payer. Donc on est sur le point, là, ça fait quelques projets, on est en pourparlers. Là, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore eu un client qui est allé jusqu'au bout avec nous, mais on est sur le point de développer nos capteurs chez Alt. Pour moi aussi, c'est très important de réduire, l'exposition aux champs électromagnétiques
Puis là, on est un peu à l'ère du tout smart, smart buildings, Industry 4.0 et tout ça. Puis pour moi, pour préserver la santé des gens, c'est important de ne pas rajouter des pollutions électromagnétiques supplémentaires. Donc pour moi, c'est un peu un problème éthique, là. Je veux pas oui, je veux mesurer, mais je veux pas comme rajouter. Bon, peut-être qu'ils ont déjà leur Wi-Fi puis leur téléphone cellulaire, très bien, mais moi, je veux pas rajouter à ça. Puis d'ailleurs, ça consomme de l'énergie. Un exemple de décroissance, là. Oui, c'est ça. Puis ça consomme d'énergie tout ça. À chaque fois que tu envoies un signal, tu sais, c'est de l'énergie qui est utilisée pour ça, puis quand on mesure, pour le comportement hygrothermique, une mesure par heure, c'est amplement suffisant. Donc, justement, on est en train de développer sur pied une méthode hybride où là, on va mesurer une fois par heure, on va enregistrer localement, puis on va pousser la donnée, on va envoyer la donnée en ligne une fois par 24 heures. On n'a pas besoin, là, c'est pas quelque chose qu'on va regarder sur notre application à tous les jours, là. On envoie la donnée une fois par jour. Donc là, on combine un peu le meilleur des mondes. On a quand même l'avantage de ne pas avoir à passer des fils partout, mais on ne vient pas exposer les gens à des radiations sans fil incessantes. Mesurer, c'est le savoir, hein, puis le savoir, c'est le pouvoir. Fait que c'est très, très, très important. J'ai une question en lien avec ça, avec les capteurs là, pour vous. Je comprends au niveau de la modélisation, pour la recherche, pour pouvoir rapprocher en fait la réalité de la modélisation. Parce que ben, les gens pensent que c'est modélisé, donc c'est la pure vérité. Non, 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 il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses qui sont mises, ou comme tu disais, on va enlever certains facteurs puis sinon, ça devient vraiment difficile d'analyser, ou pas d'analyser, mais de modéliser. Ça se peut que ça change avec l'intelligence artificielle. Ceci dit, il y a d'autres enjeux éthiques là-dedans. Bref, ma question est la suivante. Pourquoi les capteurs? Pourquoi quelqu'un voudrait avoir des capteurs dans ses murs? Est-ce que c'est juste pour la recherche ou il y aurait un intérêt à garder ces capteurs-là de façon permanente? Toutes les constructions, alternatives, si on veut, s'éloigner, par exemple, et y aller avec des matériaux naturels, comme la maison de Ginette Dupuis avec des briques d'argile, elle en a pas de frein vapeur dans sa coupe de mur et puis j'ai instrumenté sa maison. Ça fait partie des études de cas de mon projet de recherche. D'ailleurs, à ce niveau, son conjoint était un peu jaloux. Il était comme: «Ouais, il y a bien juste Diane qui a le droit de faire des trous dans tes murs». Parce que Ginette, protège jalousement ses murs. Il y a pas un cadre ou, Attends, mais ça serait quoi l'intérêt de garder les capteurs dans tous les murs de tout le monde, tout le temps? si on y va avec, tu sais, le code demande un frein vapeur. Est-ce que c'est tout le temps nécessaire? Non. Après, oui, je peux faire des simulations qui viennent le prouver, mais de plus en plus que je regarde les mesures de terrain et je me dis: «OK, mais la réalité est quand même drôlement différente des simulations». Donc moi, de plus en plus, je suis vraiment intéressée à voir vraiment sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vrai mes simulations ou pas? Jusqu'à quel point, c'est ça, c'est quoi les autres variables en jeu? Donc, par exemple, là, on a parlé des serres. Ben justement, là, si quelqu'un veut une serre annexée à sa maison, ben, le mur commun entre la serre et la maison, lui, on utilise les simulations pour choisir pour nous aider à choisir la meilleure coupe de mur. Mais après ça, c'est vraiment un cas où je veux voir comment la coupe va perdurer dans le temps. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va pas avoir des niveaux d'humidité trop élevés pendant trop longtemps? Il y a d'autres situations aussi où, par exemple, avoir des toitures plus compactes, non ventilées. Comment est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là? Oui, les freins à vapeur intelligents sont intéressants, mais il y a vraiment plein de produits différents sur le marché. Puis il y en a qui sont très, très fermés, puis il y en a qui sont très, très ouverts. Donc il y a vraiment plein de cas, donc c'est ça, pour tous les cas un peu particuliers. C'est sûr que si on construit un mur conventionnel avec de la laine minérale puis un polyéthylène, bon, c'est pas nous, on en a mesuré dans le projet de recherche pour avoir une base comparative. Mais après, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est moins intéressant. Mais si on a avec des matériaux naturels, surtout si on veut y aller, s'éloigner d'un frein vapeur, avoir une coupe plus perméable à la vapeur d'eau, là, c'est vraiment intéressant d'aller mesurer sur le terrain. Puis peut-être si on mesure après, c'est dans les 10, 20 prochaines années, on en mesure plusieurs. Après, peut-être qu'on aura appris ce qu'on veut, puis après ça, ce sera plus nécessaire. Mais là, on est encore dans la phase où c'est vraiment intéressant d'aller mesurer puis d'aller valider, tout ce qu'on pense qu'on connaît. Je vais faire un parallèle vraiment far stretch avec l'exploration spatiale. On est tous des geeks, on aime tout ça un peu, certainement. Mais les gens qui ne s'intéressent pas à ça, ils peuvent se dire ça sert à quoi? Ça sert à rien de pitcher de l'argent. Ça va juste financer d'autres geeks avec des grosses lunettes qu'on appelle des télescopes ou d'autres jouets électroniques. L'importance des recherches fondamentales, c'est justement de découvrir ce qu'on ne sait pas. Puis il n'y a pas pire angle mort que celui que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu sais, il y a des affaires que tu sais pas, des affaires que tu n'as pas de compétences, mais tant que tu sais pas que tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire non plus avec ça. Ça a l'air drôle, comme je dis, mais j'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Puis,
T'as comme partiellement répondu à ma question, mais c'est ça le lien avec ce que je suis en train de dire, c'est que pour l'instant, les capteurs, le vrai payback actuel serait juste de mesurer ce qui se passe vraiment, d'avoir une idée réelle de ce qui se passe dans le mur, parce qu'on le sait à peu près pas. On suit sur des modèles que les gens les plus en mesure de les utiliser, vous dites, ouais, ben attends, là, il y a des places, ça marche juste pas. Fait que phase 1, ajustons nos modèles. Phase 2, une fois qu'on aura mesuré ou qu'on aura les capteurs, on aura la possibilité de peut-être contrôler de quoi qu'on ne sait pas qu'on peut contrôler en ce moment. Donc, je te suis totalement. Je pense que ça serait très pertinent d'avoir beaucoup de. Plus que juste oui, ça prend des tests AB, ça prend une rigueur scientifique, ça prend des. Tu sais, ton projet de recherche là, qui se passe au Groenland, Danemark, Québec, peut-être ailleurs aussi. Ça va avoir une influence très marquée dans le futur, j'espère, le plus proche possible. Mais ça serait bien d'avoir ça comme vraiment plus répandu, globalement, simplement. T'es pas mal dans le sujet tu sais, d'expérimentation et tout ça. Marc-Antoine, tu nous parlais d'une nouvelle coopérative que tu as parti avec quelques autres membres aussi de la Coop Alt. C'est un genre de laboratoire vivant sur les bâtiments. Tu sais, c'est un peu aux mêmes fins. Là, c'est faire différents types d'assemblages et en apprendre. Fait que parle-nous-en un peu plus. 3 des membres de Alcoop, on a parti un éco-hameau en région, finalement. Puis, on est vraiment des créatifs, des inventeurs. On essaie de pousser, finalement, le design du bâtiment, la résilience énergétique et la résilience alimentaire à l'autre niveau. Puis, dans un but aussi de développer ces techniques-là, puis de les partager. Donc, dans un premier lieu, on a commencé par bâtir des serres, avec des serres froides, des serres annexées à des bâtiments. On a autoconstruit des bâtiments avec beaucoup de matériaux recyclés. Fait qu'on teste justement c'est quoi les types de matériaux qui valent la peine de trouver sur Marketplace ou de trouver sur des, des déchets d'industrie, par exemple les cœurs de porte. Est-ce que ça vaut la peine de réutiliser les portes et fenêtres si on les trouve usagés? Fait qu'on a réussi à se faire des bâtiments vraiment à faible coût. On a fait 2 bâtiments justement de cette façon-là. Des bâtiments de petite superficie, mais sauf qui nous permettaient de, de commencer à vivre le terrain sans s'endetter. Un premier bâtiment qu'on a construit qui fait 300 pieds carrés à peu près a coûté 20 000 $. Fait que, avec toutes les, tous les services d'une maison normale. Puis un deuxième bâtiment de à peu près 400 pieds carrés qui a coûté 30 000. Puis après ça, le solarium que je suis à l'intérieur ici en ce moment, toute la fenestration, tout le mur rideau finalement a coûté 500 $ à faire. Puis la serre en tant que telle a coûté 15 000. Fait que, tu sais, on était vraiment dans la recherche au début du Living Lab, vraiment dans la recherche comment on peut fabriquer des bâtiments à faible coût, mais avec une teneur écologique. Puis là, maintenant, on est en train de travailler sur la résilience alimentaire, la production d'énergie renouvelable, puis qu'on commence à construire des bâtiments plus gros qui vont être nos résidences principales. Encore là, dans une optique de, OK, comment on peut être écologique, mais que ça soit pas un frein à nos finances. Fait que comment qu'on peut faire de l'éco-abordabilité, finalement. Fait que quand même avoir... Là, en ce moment, on est en train de concevoir ma résidence qui va être une bigénérationnelle sur notre terrain. Puis ça va être une résidence avec R60 dans les murs, R40 dans les murs, R60 dans la toiture, mais qui va pas coûter autant cher. Essayer de trouver des façons comment qu'on peut revoir l'assemblage des matériaux, les matériaux utilisés, la fabrication pour réduire significativement les coûts de main-d'œuvre puis les coûts des matériaux. Fait qu'on a vraiment on a vraiment une attitude de recherche, d'expérimentation, puis on préfère le tester sur nous autres avant de, après ça, vendre nos services à l'externe. C'est très noble, ça, disons. Tu fais le fou avant de ne pas avoir l'info à des clients. Ouais. Puis, tu sais, j'ai une vingtaine de sondes là, dans la maison où est-ce que je suis en ce moment, là, parce que, comme on parlait juste avant, il y a un côté quand on fait de la recherche ou quand on essaie de faire de l'innovation, tu sais, on a besoin de prouver la validité à nos
confrères et consoeurs, architectes, ingénieurs, ainsi de suite. Puis si c'est la première utilité que je vois pour les sondes, ainsi de suite. La deuxième utilité, c'est si vraiment il y a une rétrofit, tu essaies de corriger un problème, ben c'est intéressant de mettre des sondes pour voir si tu l'as vraiment corrigé, là. Moi, ça m'est arrivé, on a eu un problème d'infiltration sur justement les portes et les fenêtres, là, c'est vraiment, j'ai un bémol là, de réutiliser ça. Là, c- c'est vraiment frustrant là, quand il faut que tu changes tes fenêtres après ta construction. Puis à date, on n'a pas eu un bon ratio de succès sur des fenêtres usagées. C'est-tu parce que c'est déjà un point faible de l'enveloppe? Fait que déjà, là, tu devrais mettre ben, tu sais, pas prendre un matériel qui est déjà techniquement plus faible, on le dit, comparé au reste là, de l'enveloppe. Ouais, mais en même temps, ça coûte cher des fenêtres. Puis souvent, les clients, ils osent pas y aller. Ou s'ils vont vers la haute performance, là, ils vont choisir du PVC. Parce que, mais c'est ça, c'est dur d'avoir la bonne performance et les bons matériaux sains aussi. Puis ça coûte cher des fenêtres et ça se change relativement facilement aussi. Donc, c'est sûr qu'en théorie, tu sais, dans un budget limité, qu'on veut pas comme éventuellement mettre trop d'argent d'un coup dans une construction neuve, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Commencer avec des fenêtres usagées, puis attends. Puis quand tu vas pouvoir te payer des fenêtres, ben là, vas-y pour des vraiment bonnes fenêtres. Mais effectivement, ce que Marc-Antoine vient raconter, c'est une expérience terrain aussi que, OK, en théorie, c'est des beaux principes, mais en réalité, assure-toi que les fenêtres que tu vas trouver, ils vont pas couler. Sinon, Mais écoute, les prix que tu parles, là aussi, on s'entend, là, je veux dire, je suis entrepreneur général là, à Montréal avec 15 000 si tu fais peut-être une toilette, là, si t'es chanceux. Là. Ouais, exact. Fait que si t'es capable de construire une maison déjà, bravo. Faut être innovant pour le faire, c'est sûr. Innovant, puis il faut que tu prennes, tu sais, autant, je le dis même pour les bâtiments plus conventionnels, là, mais le meilleur projet, le plus de temps que tu vas mettre en planification, c'est vraiment la solution pour réduire les coûts, réduire les surprises, puis d'avoir un projet que tu vas être attaché pour longtemps. Mais c'est encore plus vrai lorsque tu travailles avec des matériaux recyclés ou récupérés. Ça demande beaucoup de préparation. Puis tu sais, si c'est 40 de ton temps pour un bâtiment normal en planification, autant en création des plans, idéation, ainsi de suite, ben tu peux quasiment le doubler, là, juste le temps d'aller chercher les matériaux, de regarder sur Marketplace, ainsi de suite. Fait que ça a un coût, mais le coût n'est pas nécessairement monétaire si tu es prêt à mettre le temps. Fait que pour les gens qui ont du temps puis qui veulent réduire justement leur hypothèque, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. D'où aussi pourquoi Alt existe. C'est le genre de service que vous pouvez offrir aux gens qui veulent justement faire des projets différents. Ils vous engagent en fait pour justement faire de la modélisation. Est-ce qu'ils peuvent vous engager comme consultant pendant le projet pour quoi dans le fond? Là? Mettons dans un cas, là, quelqu'un voudrait construire un peu comme tu as fait. Où est-ce que Alt peut aider ce genre de personnes-là? Ouais, on couvre vraiment. Ben, peut-être, Diane, tu peux répondre. Là, ben, en fait, on embarque dans tous les stades. Le plus tôt, le mieux, parce que c'est là qu'on a le plus de place pour avoir de l'impact, finalement. Parce que des fois, c'est ça, des fois, les gens apprennent qu'on existe, puis le projet est déjà très avancé, ben, tu sais, il est jamais trop tard. Mais puis des fois, ils sont sur le terrain et en train de construire, puis là, il y a un problème, puis là, ben, encore là, il est jamais trop tard. Mais le plus tôt, c'est le mieux. C'est quand, au tout début, même au niveau de l'idéation, avant même qu'il y ait des premières esquisses, on peut faire une première rencontre. On peut faire les propres plans ou des fois, les gens ont déjà trouvé quelqu'un, un dessinateur, qui va s'en charger. Donc, on peut faire une première rencontre pour venir, ben, c'est ça, parler un peu de tu sais, juste la géométrie, l'orientation du bâtiment a déjà une importance capitale sur, non seulement sur la consommation énergétique, mais tu sais, il faut aussi prendre en considération le site. Des fois, il y a des très belles vues qui ne sont pas nécessairement au sud, donc il faut quand même les faire rentrer dans le bâtiment. Donc c'est là qu'il y a un beau jeu qu'on peut faire. Donc ensuite, après la conception ben, c'est ça, après une première rencontre d'idéation, on peut, une fois qu'on a une première esquisse,
On peut faire des simulations énergétiques et c'est là que c'est le fun. Là, un coup qu'on a un bâtiment de base, ben, on peut changer des paramètres. Puis dire, ah, si mon débord de toit était un peu plus long, si je réduisais ma fenêtre, souvent les gens ils arrivent puis justement ils veulent du design solaire passif, mais là ils arrivent puis ils ont ben trop de fenêtres. On dit, regardez, c'est pas une maison, ça va être un sauna. Exact. Donc on se calme un peu. Là, on leur montre les charges de climatisation, puis dit, regardez, là, calmez-vous un peu. Là. Vous allez encore avoir de la belle vue, mais il faut réduire un petit peu. Sinon, vous allez être en bobette au mois de février, puis même ça, vous allez être obligé d'ouvrir les fenêtres. Là. On fait de l'optimisation énergétique. Ça, c'est un service lorsqu'on a à partir du moment qu'on a des plans préliminaires, on peut modéliser la maison, puis faire des choix éclairés sur plein de paramètres, autant de l'enveloppe que la fenestration, ainsi de suite. Mais honnêtement, 70 ou 80% du temps, c'est de faire une bonne conception de fenêtre, de fenestration, autant la grosseur des ouvertures, mais les choix de fenestration. Dans un autre de vos podcasts, vous avez rencontré Net Zero Performance, là, les fenestrations. Puis là, il vous parlait là, il n'y a pas de maison qui a. Ben, chaque maison a sa recette de fenêtre, finalement, en fonction de la grosseur des fenêtres, l'orientation. Puis on peut, si on n'est pas capable de rapetisser certaines fenêtres pour avoir un bon équilibre entre performance énergétique et gestion de la surchauffe, les maisons solaires passives, tu veux des fenêtres au sud, mais tu ne veux pas la surchauffe. La fenestration à l'ouest crée énormément de surchauffe, puis elle n'a pas vraiment de gain au niveau du solaire passif, du moins au niveau net zéro sur l'année. Mais c'est quoi les avenues? Ben là, on peut choisir des fenêtres avec des coefficients de gain solaire plus faibles. On peut faire des designs d'ombrières. Il y a tout un côté, comment qu'on peut répondre au désir du client en termes de bien-être dans sa maison, la vue, l'éclairage naturel, ainsi de suite, mais sans provoquer de la surchauffe ou bien en respectant des standards de solaire passif. C'est assez intéressant. Là. Je vais te lancer une balle courbe, puis je rebord totalement dans votre sens. Je pense vraiment que l'ingénierie ou un design d'ingénierie a tout son sens, même dans un bâtiment résidentiel, le plus tôt possible dans le projet. Je te lance la balle courbe suivante. Je m'excuse, c'était même pas dans le script, mais je suis certain que ça va une bonne réponse. Pourtant, tout ce que tu dis, l'architecte est capable de faire ça, lui, quand tu designes le plan. Pourquoi tu voudrais avoir une gang comme Alt? Mais moi, je pense que la conception intégrée, c'est une des belles inventions ou concepts en termes de faire un bâtiment de qualité, parce que moi, j'ai pas des yeux d'architecte, mais sauf j'ai des yeux d'ingénieur qui peuvent faire les calculs. Les architectes oui, ont des connaissances, puis des architectes qui sont excellents là, en termes de design bioclimatique ou de solaire passif, mais ils ont le côté fondamental lié à l'ingénierie. C'est faire des calculs, c'est pas tout le temps leur force, mais nous autres, c'est notre force. Mais l'œil, du moins le côté esthétique, c'est pas tout le temps notre force, nous, les ingénieurs, les architectes sont capables de faire des fenêtres balancées, sont capables de créer des corridors de vue. Ils ont le côté créatif que nous, on a un peu moins généralement. Fait que moi, les meilleurs projets, là, c'est quand on peut travailler en accord avec soit un technologue en architecture ou quelqu'un qui a vraiment un goût esthétique pour faire des bâtiments. Si tu veux qu'il dure longtemps, ton bâtiment, il faut qu'il soit beau. La beauté, là, c'est ça qui devient intemporel, qui devient intéressant même pour la revente. Fait avoir un bâtiment performant, confortable, puis beau, c'est vraiment la solution pour faire un bâtiment durable. Puis j'en rajoute aussi un peu plus, même dans la conception, avoir l'entrepreneur Oui, aussi, tout à fait. c'est encore, c'est la trinité. Oui. Puis tu fais bien de le mentionner, dans la conception intégrée, l'entrepreneur, vraiment, il y a une chaise pour lui. Là, c'est incroyable la différence, autant au niveau du climat de travail qu'au niveau de la qualité du projet, lorsque c'est le client, l'entrepreneur, le technologue, l'architecte, puis un professionnel en efficacité énergétique.
ils sont sur la même table, là, ça va beaucoup plus vite, il y a moins de surprises, puis ça fait juste des projets de plus grande qualité, là. Puis un autre attribut que je voudrais rajouter, c'est la fonctionnalité aussi. Pensez aussi comment le bâtiment va évoluer dans le temps. Bon, actuellement, OK, peut-être que vous avez les 3 enfants avec la 3 chambres à coucher, ou puis c'est peut-être qu'éventuellement, ça va être des bureaux, des salles de yoga, ou tu sais, essayer de penser comment le bâtiment peut évoluer dans le temps, puis répondre à différents besoins. C'est une autre partie importante de la durabilité. Pas prendre pour acquis que dans 20 ans, on va redémolir la cuisine puis recommencer, là. Peut-être prendre des armoires qui vont, être plus intemporelles, là. Exact. On veut construire des bâtiments qui vont durer plus longtemps, mais ils doivent être évolutifs. Ça fait partie du travail d'équipe de la Sainte Trinité là, que tu parlais, Philippe. On va parler de cash un peu, toujours un segment cash. À la hauteur de ce qui se peut, parce que c'est des services consultatifs, fait qu'évidemment, ça va avec l'énergie qui est à mettre. Mais globalement, est-ce que vous diriez que d'engager vos services dans pas mal tout type de projet qui se veut être solaire passif ou en orientation de solaire passif, il y a un payback direct pour les Ah clients? ouais, puis à plein de niveaux, là, tu sais, le payback monétaire, mais au niveau du confort, là, tu sais, on parle de gestion de surchauffe. Tu sais, c'est un des grands mythes du solaire passif, c'est qu'il te faut beaucoup de fenêtres. C'est plus que tu as un bâtiment performant, moins que tu as besoin de fenêtres au sud. Puis si tu veux quand même avoir des fenêtres au sud, il va falloir qu'on joue justement sur les performances en fait, les facteurs euh, de, de la fenestration là, pour être capable de mitiger ça, là, ces risques-là. Fait que les, autant au niveau, puis il y a un autre aspect, là, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de la construction en ce moment, là, c'est que tout coûte cher. Tout coûte extrêmement cher. Il y a 50% des projets qui sont soit annulés ou reportés. Puis ça, je trouve ça vraiment malheureux parce que ça a comme impact que les clients, souvent, ils vont me délaisser le côté écologique ou le côté haute performance ou performance énergétique de leur projet. Puis ça devrait pas être ça. Tu sais. Ça devrait pas coûter plus cher pour avoir un bâtiment écologique. Ça fait vraiment un aide pour. C'est un service public finalement. Là, tu sais. Fait que le fait de faire affaire avec des professionnels qui comprennent le bâtiment, qui comprennent les, les retours sur investissement possibles, qui comprennent les matériaux écologiques disponibles, ben, ça fait qu'on est capable de trouver des compromis en fonction des budgets des clients. Puis c'est pas vrai que si tu as, si t'as une enveloppe, par exemple, un 5% de plus à mettre dans le budget total de ton bâtiment, tu peux pas juste viser un paramètre de haute performance. Là, ça va être tu vas mettre de l'argent tu vas jeter ton argent par la fenêtre. Là. Le but, c'est de choisir les bons secteurs en fonction du budget que tu as, puis on va être capable d'aller loin. Le plus que tu es en mesure de quantifier l'impact de tes actions, tes choix sont réfléchis, tu auras, un meilleur retour sur investissement. Fait que ça, c'est vraiment une de nos forces. On aime ça accompagner les clients à faire des choix éclairés, puis autant au niveau de l'énergie que le confort, puis que l'impact écologique, là, finalement. Si les gens sont dans une démarche de construire un bâtiment neuf, c'est un projet quand même, là. Ça demande de l'effort, de l'investissement et ils ont des attentes élevées aussi. Mais on peut pas tout penser à tout du premier coup. Puis là, je revois ma belle-sœur qui avait acheté une maison et ça fait déjà 25 ans, tu sais, puis il y avait un mur qui était pas à bonne place, puis tout ça, l'entrée, puis tu sais, il y avait des choses. Elle dit: «Ah ouais, mais tu sais, ah, mais la première fois qu'on construit, tu sais, ça prend au moins deux, trois maisons qu'on construit pour vraiment être content, tu sais, mais là, vous allez peut-être pas refaire ça 2, 3 fois». Fait que ça vaut la peine de parler avec des gens qui ont accompagné des gens beaucoup sur plusieurs projets. Puis là, vous pouvez, bon, ça sera peut-être pas 100% parfait, là. Peut-être qu'en bout de ligne, vous allez avoir une ou deux améliorations peut-être, mais au moins, beaucoup moins, là, pas des choses majeures. Donc, plus on peut penser à des choses d'avance, vous allez vraiment l'apprécier. Puis ça, c'est par rapport à toute l'amélioration du confort. C'est pas là qu'il y a un aspect, financier. Si on vient d'éliminer la surchauffe de votre bâtiment, bon, peut-être ça va coûter un peu moins cher de clim, mais c'est pas tant ça qui plombe un budget. Mais vraiment, par rapport au choix des fenêtres, les fenêtres, ça coûte tellement cher. Ça, c'est vraiment juste en aiguillant vers la bonne tu sais, est-ce que ce surcoût-là vaut la peine ou pas? Puis, tu sais, il y a différentes considérations, là. Il y a l'efficacité énergétique, mais il y a la durabilité, il y a la qualité de l'air.
Donc, juste vous aiguiller vers le bon choix des fenêtres ou, tu sais, des fois, est-ce que je mets un petit peu plus d'isolant à cette place-là ou à cette place-là? Tu sais, des fois, ça vaut vraiment pas la peine d'isoler là, mais à telle place, oui. Donc ça, c'est vraiment des places où on peut vraiment faire, baisser là, le coût du budget, pour l'achat des matériaux. Quand elle voulait l'acheter pour le rénover, tu aurais pu lui donner des trucs. Oui, oui, elle aurait pu. Dans le temps, ça fait assez longtemps. Dans le temps, je pense que j'étais même au cégep. Mais oui, d'ailleurs, c'est un de mes autres, un de mes nouveaux bébés. J'ai lancé ma compagnie, Bâtiment Vivant qui fait des inspections de maisons. Après m'être formée, sur les maisons passives, puis tu sais, en étant étudiante graduée à Concordia, là, dans le temps, c'était bien la mode, là, net zéro énergie. Fait qu'on était dans notre trip, là, net zéro énergie, panneaux solaires, tout ça, OK? Fait que là, bon, tu sais, c'est une méthode. Tu sais, un coup qu'on sait comment faire un bâtiment performant, je suis comme: «OK, tu sais, je connais la recette, ça va». Mais là, tranquillement, j'ai commencé à être sensibilisée aux difficultés d'avoir un environnement, une bonne qualité de l'environnement. Ça demande beaucoup plus de doigté puis d'effort pour s'assurer d'avoir une bonne qualité de l'environnement intérieur. Donc là, je parle de qualité de l'air, qualité de l'eau, éviter la prolifération des moisissures, réduire les pollutions électromagnétiques. Donc, je suis allée me former en beau-biologie aux États-Unis, à l'Institut international de beau-biologie. Je suis allée suivre des séminaires à Santa Fe pour aller chercher ma certification en beau-biologie. Et ça, c'est un de mes nouveaux projets. Le Suite à mon retour du Danemark, j'ai joint halte et là, depuis l'année dernière, j'ai acquis tous les équipements dont je rêve, depuis une dizaine d'années et maintenant j'offre le service, d'inspection environnementale. Donc je peux aller mesurer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les différentes ondes électromagnétiques, les champs électriques, magnétiques, les radiofréquences, le radon, le formaldéhyde, les composés organiques volatiles, tout ça. Vraiment intéressant. Alt semble avoir une grande spécialité aussi, c'est les serres et l'autonomie alimentaire. Parlez-nous donc de ça. Là. Je ne sais pas, là, de tantôt, Marc-Antoine, tu disais que Diane était experte là-dedans. Parlez-nous de ça. Là. Mettons, là, je veux construire une maison. Je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai pensé à vous engager pour être certain d'investir mon argent à meilleure place et avoir un meilleur payback de confort, évidemment économique. Puis là, vous m'arrivez et me dites, ouais, ben, as-tu pensé à mettre une serre? Est-ce qu'on peut mettre une serre n'importe où? Ben non. Il faut vraiment y penser comme du monde. Là. Surtout une serre annexée au bâtiment, là, tu sais, on crée un environnement totalement différent que l'environnement extérieur, ainsi de suite. Là. Fait que c'est, faut faire attention, il faut que ça soit bien fait, puis c'est ça, on peut vous accompagner là-dedans. Mais c'est vraiment, ça change complètement de la façon qu'on vit dans une résidence, là, d'avoir un bâtiment qui est de un conçu pour être bioclimatique, puis avoir une serre annexée à ce bâtiment-là qui, de un, produit potentiellement des légumes à l'année longue, mais aussi qui peut redonner sa chaleur. Tu sais, sa chaleur peut être redonnée au bâtiment dans certaines conditions. Fait que tu peux avoir. Moi, ce que j'aime, par exemple, ici, on a le meilleur exemple. Là, je suis dans mon solarium ou ma serre. Euh, on peut voir ça comme un espace tampon. Là. Fait que c'est un endroit extrêmement fenestré on accepte qu'il va avoir de la surchauffe. Donc, on accepte qu'il soit au-delà des températures agréables pour l'humain. Fait que, par exemple, 24 degrés Celsius. Les plantes, elles, ils sont capables de... À partir de 30 degrés Celsius, ils trippent moins. Là. À l'inverse, la nuit, ça peut être pas mal plus faible. Là. On peut avoir du 10-5 degrés Celsius. Fait qu'on a vraiment un espace tampon qui, de un, permet de réduire les échanges thermiques avec l'enveloppe, avec le mur mitoyen. Puis de l'autre, si tu as un système pour, lorsque tu le veux, lorsque les conditions d'humidité puis de température sont adéquates dans la maison puis dans la serre, redonner cette chaleur-là au bâtiment. Fait que dans un contexte, dans un bon design, tu peux potentiellement réduire justement la fenestration au sud de ta maison puis utiliser cet espace-là tampon de ta serre pour chauffer ta maison. Fait que c'est ça pour dire on peut aller loin, mais il y avait vraiment il y a vraiment un potentiel là, de résilience énergétique puis de résilience alimentaire en ajoutant une serre ou un solarium
à votre maison, mais il faut que ça soit bien fait parce que faut pas qu'il y ait de problème. Il ne faut pas s'improviser là, parce que c'est complètement différent du conventionnel, là. Alors, tu dis que humains et plantes, OK, ils ont différents degrés de... De confort, on va dire ça de Ben, c'est ça, même. les humains... De confort, exact. La plante, elle a plus de jeu, là, disons, en termes de son delta T, là, que je veux dire. Mais en termes de conception, qu'est-ce qui est similaire entre une conception d'une serre et une conception d'une maison? C'est sûr qu'il y a des concepts qui reviennent. En fait, tous les concepts sont là pareils. En fait, je parle depuis tantôt de design bioclimatique. Là, grosso modo, là, si on veut simplifier, c'est comment que le bâtiment peut utiliser son environnement pour être plus performant. Fait que, par exemple, un bâtiment bioclimatique, on va parler de fenestration au sud, on va parler de ventilation naturelle, on va parler de masse thermique. C'est tous des concepts qu'on peut appliquer autant à la serre ou le solarium qu'au bâtiment. Puis en fait, le solarium ou la serre, c'est le plus grand défi de conception bioclimatique parce que tout est amplifié. La fenestration est plus grande, la surchauffe est plus grande. Fait qu'il faut que tu maîtrises vraiment tous les concepts pour être capable d'avoir un environnement qui va être adéquat pour les plantes ou pour les humains. Fait que en fait, il y a beaucoup de membres de HALT, dont Diane, qu'on a commencé par se former par le design de serre puis de solarium avant de transiger vers vraiment l'optimisation du bâtiment parce que c'est le plus grand défi puis c'est des concepts qu'on rapporte après ça au niveau du bâtiment. Fait que mais une serre solaire passive, on va quand même parler d'isolation. Où est-ce que tu n'as pas besoin, où est-ce que tu acceptes de ne pas recevoir des gains solaires, par exemple, les murs est-ouest. Si ta serre n'est pas annexée au bâtiment, ben, on peut isoler le mur nord. La performance du vitrage, tu peux pas avoir... C'est un peu un non-sens de penser que tu vas avoir une serre avec simplement une fenestration, mettons un polyéthylène, là, puis de vouloir le chauffer, ça va être tellement une perte énorme en termes d'énergie que ça vaut pas la peine. Fait qu'on parle quand même de qualité de vitrage. Puis on peut penser aussi de récupération, comment on peut récupérer la chaleur de la surchauffe pour la stocker, autant de la masse thermique, fait que ça, c'est plus de la masse thermique passive, mais tu peux aussi avoir de la masse thermique active avec des ventilateurs puis du stockage thermique. Tu sais, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de possibilités, puis ça dépend vraiment de chaque projet. Fait on est là, on est tellement des passionnés de l'alternatif puis du design bioclimatique que je pense que c'est un bon investissement. Puis on aime ça partager aussi nos connaissances. Là, c'est quelque chose, on peut pas accompagner tous les bâtiments, tous les clients et ainsi de suite. Là, des fois, ça suffirait juste d'un 5 heures d'accompagnement pour aller chercher notre 80-20, là, notre fameux Pareto. Je pense que JS t'en a parlé dans un autre épisode. Moi aussi, j'étais un grand fan de Pareto, mais on fait de la formation aussi. Là, fait que si vous êtes intéressé juste à avoir des notions fondamentales, là, contactez-nous, puis on va... c'est ça, c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus, là. On a passé un peu à côté de l'aspect social de votre entreprise, parce que quand on lit sur votre site, là, c'est en avant. Évidemment, il y a l'ingénierie, l'ingénierie autrement, le design bioclimatique, les serres, tout ce qu'on vient de parler depuis une heure, qui c'est vraiment, vraiment, vraiment très enrichissant, vraiment très intéressant. Il y a quelque chose d'unique chez vous, c'est l'aspect très orienté social. Les gens qui travaillent chez vous, c'est quoi ça du temps plein là, chez vous? Tu me disais que c'était différent que le génie normal dans une bâtisse à Montréal, là. C'est sûr. On est à des années-lumière. Fait que, on est une coopérative. On est un peu une coopérative. Il y a différents types de coopératives. Nous, on est une coopérative de travail, fait que des travailleurs. Fait que nos membres, c'est la chose la plus importante pour nous, là. Notre rôle, une de nos missions, oui, c'est d'avoir un impact positif au niveau de l'environnement puis au niveau de la construction au Québec, mais aussi avoir un impact positif pour nos travailleurs, finalement. Fait que nos qualités de travail est vraiment intéressante, là. Tu sais, notre temps plein, on est considéré temps plein à partir de 20 heures semaine.
Fait qu'à partir de 20 heures semaine, tu as accès aux avantages sociaux, fait que aux assurances, tu sais, on repaye certains, mettons, appareils du quotidien du travail, notre ordre professionnel, ainsi de suite. Puis ça fait on a le goût de travailler finalement dans la coop. Puis, puis justement, là, on recherche des nouveaux candidats, là, fait que on veut grandir l'équipe pour mieux des, offrir des services complémentaires en ingénierie. Fait en ce moment, on a vraiment une belle équipe en structure de bâtiment. On fait autant du bois du timber frame, des calculs de timber frame que des plans pour du multilogement, des coopératives d'habitation, ainsi de suite. Mais on a tellement une belle demande par rapport à ces secteurs-là qu'on recherche d'autres ingénieurs intermédiaires, seniors en structure, puis on recherche des techniciens en dessinateur. Fait que je mets ça dans l'univers. Nos conditions de travail sont vraiment hot, puis je suis certain qu'on aurait une belle échange là, d'expertise là, à faire. Là. Définitivement. Mais 20 heures, c'est le minimum pour être considéré de temps plein. Mais j'imagine quelqu'un qui voudrait travailler plus peut, là aussi. Là, vous n'êtes pas restreint. Oui, oui, oui. On ne travaille pas plus que 20 heures. C'est pas votre philosophie. C'est juste avoir un équilibre d'accomplissement personnel, professionnel. Puis, tu sais, des fois, dans les professions, surtout plus libérales comme on fait, ou les plus autonomes, il y a des moments où il faut que tu travailles vraiment plus. Des moments où tu peux travailler moins. Ça vous permet de faire des projets en parallèle. Dans votre ADN, il y a un aspect très intégré, global et social. Puis social, on n'en parle pas souvent dans le développement durable, qui est une terminologie qui semble être plus usée maintenant en 2024. Là. Mais c'est à partir de là, un peu les années 2000, le durable, c'était l'économique, faire le lien entre l'économique, l'environnement et le social. Donc, je pense que vous y arrivez vraiment bien. Comment vous voyez l'avenir de l'ingénierie dans le domaine du bâtiment, mettons? Là? Ça vaut le futur, là. Ben, on est presque 4 ingénieurs autour de la table. Vous, comment vous voyez ça après après cette capsule? Ben écoute, moi si je vais répondre, là, puis juste pour résumer un peu l'épisode d'aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus d'outils qui vont nous aider à essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans nos murs. Hein. Que ce soit des logiciels ou que ce soit justement des outils pour mesurer, je crois que de plus en plus, on le sait, là, si on regarde, je dis 30 ans en arrière, j'ai même pas 30 ans, mais en regardant 30 ans en arrière, c'est sûr qu'on en savait beaucoup moins que ce qu'on en sait aujourd'hui. Fait que je crois qu'à ce niveau-là, il y a quelques niveaux technologiques, il va y avoir quelques innovations à ce niveau-là qui vont nous aider. Là. Le gap qui est en train de se combler en ce moment, c'est le changement de cap entre l'approche séquentielle, très usuelle, très industrialisée de une demande, un architecte ou un technologue crée le projet, envoie ça ou pas en résidentiel aux ingénieurs ou à des techniciens qui seraient capables de donner des suggestions. En général, sous-traitant, et on livre. Je pense que c'est un train qui ne fonctionne pas. Fondamentalement, il y a des lacunes et c'est fait pour faire de la consommation de bâtiments. Puis on bâtit, on scrape, on bâtit, on scrape, etc. C'est pas juste négatif, il y a des fortunes qui se sont bâties là-dessus. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, on le vit là, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec les valeurs des maisons partout qui augmentent. C'est que dans le fond, tout le monde a fait de l'argent sur le dos du prochain, en réalité. Je ne suis pas en train de mettre ça négatif là-dessus. On parle de construire pour le futur de façon très positive. Sincèrement, je n'aime pas le terme décroissance. Pas parce que je n'aime pas le concept. Il y a une connotation anti-profit, anti-valeur. Pas que je suis un capitaliste sauvage, mais tout le monde veut faire un peu de profit dans la vraie vie. Là. Tout le monde, on va avoir notre part du gâteau. Ceci dit, la croissance équilibrée, c'est effectivement quelque chose qui est absolument fondamentalement essentiel. On ne pourra pas juste consommer notre planète, nos ressources de façon indéfinie. Mais ça passe par mieux concevoir nos choses, de mieux planifier, mieux penser, de mettre le 80% à la bonne place. Puis une des choses que je vois, c'est vraiment la table ronde
de la conceptualisation. On a eu avec Ben Chiquan qu'on parlait de MCH. C'est plus MCH le nom, là, c'est quoi le nom déjà? Fab Structure. Fab Structure. Ils ont fait des projets à Toronto. C'est quoi le nom déjà, Philippe? Je me souviens plus. Il y a un terme, là, c'est un type de contrat là, que tout le monde est en commun. Ben, oui, c'était une genre de conception intégrée, là, justement, à table ronde. Là. C'est-tu le BIM ou... Non, mais c'est un type de contrat CCDC, mais... Design build? C'est pas un design build, mais c'est comme plus poussé que j'ai complètement oublié le terme, là, mais c'est un pool que tous les profits sont partagés justement par tous les consultants sur le projet. Exactement. Tu as l'entrepreneur qui est là, tu as les sous-traitants qui sont là, tu as les ingénieurs, architectes, technologues. Tout le monde se parle avant de commencer à travailler. Ce qui fait en sorte que tu optimises ton bâtiment, tu t'investis à la bonne place. Tu sais d'avance, parce que c'est bien beau avoir des idées en concept, là, mais si ça ne s'applique pas dans la vraie vie, les gens qui vont l'installer, ça ne fonctionne pas. Donc, je vois ça, mais on parlait de capteurs là, tantôt. Là. Je pense que c'est totalement pertinent. Si on réduit à trouver des façons de réduire les coûts de ça, réduire aussi l'interférence électromagnétique parce qu'on est effectivement très bombardé. Si on a des points de captation, ça veut dire qu'on va avoir des nuages de données. Ça veut dire que si on injecte une intelligence artificielle là-dedans, c'est pas juste négatif, l'intelligence artificielle, c'est même très positif. On va être capable de nous donner des pistes d'optimisation. Il y a du positif, c'est vraiment du positif. Là, vous êtes rendu les 15e ou 16e qu'on interview. J'espère qu'on finit pas. Là. Je pense qu'on a comme plein de sujets qui s'en viennent. Le positif, c'est qu'on voit tellement des belles solutions, du bon mindset qui arrive. Donc, j'entrevois l'avenir de façon très positive. Pour ma part, moi, j'aime beaucoup la nouvelle mode qu'on parle de plus en plus des matériaux biosourcés. Ça me plaît beaucoup. Même biosourcé, ça n'existait pas il y a 10 ans, ce mot-là. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Vrai, hein? Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. C'est un peu relié au fait, c'est toute la performance hygrothermique que j'ai parlé tantôt, ben, ça fait que tous les matériaux naturels, forcément, vont comme absorber beaucoup l'humidité puis la réémettre, qui fait des environnements plus stables à l'intérieur. Donc, c'est l'hiver, mettons, on se ramasse pas avec une maison qui va faire 20 d'humidité relative, puis on devient comme un vieux pruneau desséché. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Voir tous les matériaux naturels qui commencent à prendre plus de place. Ça fait longtemps qu'on a du chanvre au Québec. Bon, pour l'instant, il est encore importé. C'est difficile de mettre la filière de la production sur place, mais tranquillement, c'est en train de se mettre en branle, puis ça s'en vient. Là, la demande est là. Donc, il faut créer des ponts avec les agriculteurs, enlever les barrières. Je vois beaucoup de barrières par rapport au code et tout ça, même justement les matelas de chanvre qui sont là depuis longtemps, mais ça en pose encore problème par rapport au code. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends que l'idée, c'est d'encadrer les bonnes pratiques, mais en réalité, là, ce qui se passe, c'est que ça retarde l'innovation, puis que ça rajoute des risques et des dépenses inutiles sur des projets innovateurs qui font bien les choses. Donc ça m'attriste un petit peu, puis j'espère qu'il va y avoir un assouplissement à ce niveau-là où enfin, ça dépend aussi de chaque client, comment ils veulent gérer les risques. Mais ça me plaît beaucoup de voir les nouveaux matériaux à venir aussi. Moi, en étant en Europe, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'isolation en fibre de bois. Puis là, en revenant au Québec, là, je regardais Canada, les États-Unis, il n'y a rien du tout. J'étais vraiment triste. Il y a des produits de fibre de bois soufflés qu'on souffle dans les murs, comme la cellulose. Mais là, ça s'en vient tranquillement au Québec, même aux États-Unis aussi, dans le nord des États. Il y a 2 entreprises, là, donc d'ici l'été, c'est un produit qui devrait être disponible, donc je suis très enthousiaste à ça. Il y a aussi la construction en terre pisée qui commence à se mettre sur pied au Québec. Bon, les gens au BC, eux, ils mettent du polystyrène dans leur terre pisée, mais là, tranquillement, je pense qu'on va essayer d'autres techniques. Et pourquoi pas peut-être même des matériaux organiques. À tout le moins, on va l'essayer, on va le mesurer, puis on va voir si ça fait du sens ou pas. Donc, il y a des beaux développements à venir. J'ai hâte de voir tout ça qui va, je l'espère, prendre de plus en plus de place. Il y a un sujet qu'on a dit qu'on allait parler, qu'on n'a même pas parlé encore, puis je vais jumper sur ce que tu dis. L'empreinte carbone, évidemment, si tu utilises des matériaux biosourcés, c'est positif pour le carbone. D'après toi, Diane, quoi d'autre qu'on devrait considérer à part le carbone? Parce que c'est un buzzword, là, ces temps-ci, le carbone. Mais tu nous donnais pas un bémol, mais juste un OK, c'est beau le carbone, mais il y a d'autres choses. C'est quoi d'autre qu'on devrait considérer aussi? Oui, c'est ça. Souvent, mais en fait, une partie de moi est un peu contente de voir là, la partie carbone qui prend de plus en plus de place. Je me dis, bon, yes, ça va être bon pour les matériaux naturels qui, eux, le stockent. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi, tu sais, il faut quand même il y a un processus de manufacture qu'il faut prendre en compte. Donc, on utilise des machines qui utilisent de l'énergie.
Donc, en gros, l'idée, c'est d'utiliser un peu les principes de l'analyse de cycle de vie. L'idée, c'est de prendre conscience de tous les impacts environnementaux d'un matériau ou d'une pratique. Après, ça reste un exercice, c'est beau en principe, l'analyse de cycle de vie, mais quand tu te ramasses à la faire, ça reste un processus un peu frustrant parce que tu es pris avec des bases de données, puis les matériaux innovants, ils sont pas là, on n'a pas les données. Donc, il faut quand même garder son gros bon sens là-dedans, puis son jugement, je pense, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il y a beaucoup de limites encore. Il faut vraiment bien comprendre les limites des analyses qu'on fait. Donc, le stockage de carbone, oui, c'est merveilleux. On en veut. Moi, quand je design un bâtiment, je vois pas pourquoi ce bâtiment-là resterait pas 500 ans. Moi, c'est un peu mon objectif de design. Oui, si tu as un matériau extérieur en bois, oui, le revêtement extérieur, lui, il va être remplacé quelques fois au cours de la vie, mais je vois pas pourquoi la structure en timber frame, ça va pas. Si c'est bien designé, c'est là pour toujours. Donc, c'est ça, le stockage carbone. D'après moi, les gouvernements, ils vont garder le focus là. Donc, cette pratique-là est là pour rester. Donc, je vais essayer d'utiliser ce focus-là à mon avantage, mais il ne faut pas sous-estimer la qualité de l'air et de l'environnement intérieur. Puis c'est là que des fois, je trouve que l'humain, il prend le bord. Comme aux États-Unis, par exemple, quand le EPA aux États-Unis, pour les peintures sans COV, eux, ils ont une liste de COV qui contribue à la formation de smog. Donc, s'il y a un COV qui est nocif pour l'homme, mais qui ne va pas contribuer au smog atmosphérique, là, ton pot de peinture, il peut avoir l'appellation sans COV. Ça, moi, je trouve ça extrêmement trompeur. Là. Oui, je veux réduire le smog urbain, mais quand je m'achète un pot de peinture, je ne veux surtout pas m'intoxiquer. Donc, c'est là qu'il faut qu'on garde nos yeux ouverts puis qu'on s'assure que les réglementations restent alignées avec les buts premiers qu'elles doivent fournir. Là. Je ne pense pas que la question du smog urbain va se régler avec le pot de peinture. Donc, il y a des questions qu'il faut mettre le focus plus sur la qualité de la santé humaine. Et là, je pense que c'est vraiment un endroit qu'on a plus de... que je trouve qu'on est un peu en arrière dans la sensibilisation. On est sensibilisé par rapport à l'écologie, mais pas tant de notre écologie, nous et notre propre santé à nous, finalement. On fait partie de l'environnement, puis il faut favoriser notre santé. Parce que les bâtiments sont en fait des œuvres de paix pour les humains. Conçus pour nous. Exact. Donc, effectivement, il faut le recentrer. C'est ce que j'entrevois là, qui s'en vient aussi, c'est toutes les normes LBC, Wells et ces choses-là pour recentrer l'humain dans le bâtiment. Mais c'est complètement absurde là, de pouvoir avoir une appellation sans COV si tu ne mets pas de COV dans l'atmosphère, mais tu t'en mets plein les poumons dans la maison. Wow! Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment, 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 vraiment intéressant. Pour rejoindre Alt, on va mettre tous les liens, en fait, dans la description du podcast pour que vous rejoigniez chacun de nos invités et leurs différents projets. On va mettre aussi ton projet de recherche, le site web que tu nous parlais, Diane, de ton projet de recherche. Alt est toujours à la recherche de gens impliqués et en phase avec les valeurs qu'on parle depuis tantôt. Allez voir leur site, il est super bien fait, il décrit vraiment bien ce qu'il y en est. Pour postuler. Et ensuite de ça, merci d'exister. J'espère qu'il va y avoir d'autres entreprises comme la vôtre qui vont continuer à offrir des services. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça prend des non-conformistes comme vous, là. Faut vraiment nous faire penser d'une autre façon. On peut faire mieux. Merci beaucoup de l'invitation. Il y a plein d'alternatives, là. Fait que le but, c'est juste d'être ouvert d'esprit puis de faire rouler la roue. Fait que merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment un plaisir de parler puis de continuer là. 5-6 saisons, là, c'est pas trop. Yes! C'est sûr. Merci. Bonne journée à vous deux. Merci, salut. Oui, bye. Bye. Merci à vous deux. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer.
commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@commercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!